Émission 933. Cette semaine, mythe ou mystère? De Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Benoît Mercier au micro et cette semaine, deux invités avec moi en studio. Le premier, son nom vous dira certainement quelque chose. Il s'agit de Rémi Fréchette, un ami de longue date des Mystérieux Étonnants. C'est aussi avec lui qu'on fait Bifurcation, le podcast exclusif des membres Patreon des Mystérieux Étonnants. Et le second, c'est un humoriste du nom de Charles-Antoine Desgranges. Les deux ont collaboré à un podcast qui s'appelle Mythe ou Mystère, qui est maintenant disponible sur OAudio, la plateforme de Radio-Canada de balado. C'est un podcast de 5 épisodes. Il y a un deuxième cycle qui s'en vient bientôt. On y traite de Stonehenge, Bigfoot, les légendes du Mont-Saint-Hilaire, le Manipogo et le triangle des Bermudes. Donc, c'est des épisodes d'environ 15, maximum 20 minutes. Pas besoin d'être très, très connaissant dans la matière pour apprécier. C'est comique, mais c'est aussi excessivement informatif. Donc, on les a reçus. Ils ont travaillé d'ailleurs sur ce projet-là avec la recherchiste Ariane Ménard-Turcotte et le co-scripteur du balado, Antoine Desjardins-Cochon. Je tenais à les mentionner parce qu'on ne les a pas reçus dans le cadre de l'épisode. Donc, on a parlé d'un petit peu de tout. Quand la conversation commence, on est en train de discuter d'un show qui est disponible sur Tubi, un show que William Shatner a animé il y a plusieurs années de ça, qui a servi, on pense, d'inspiration pour le balado, donc chez les gens du côté de Radio-Canada pour faire la commande. Donc, vous nous trouvez en pleine conversation à propos de ça. Puis, on se lance dans un sujet assez vaste, merci, et qui fascine pas juste moi, là, mais Antoine et Charles-Antoine et Rémi. Donc, avant de vous laisser à l'entretien, je vous rappelle que c'est notre nouvelle formule, Les Mystérieux Étonnants, depuis le début de 2026. Sur un épisode, on est toute l'équipe ensemble. Le deuxième, c'est moi qui fais des entrevues. Donc, si vous avez des suggestions d'entrevues, de sujets, écrivez-moi, ben@mystérieuxétonnant.com. Ça, c'est l'adresse courriel. Et il y a aussi, dans le descriptif de l'épisode, un lien vers le SpeakPipe. Ça, c'est une plateforme pour nous laisser un message vocal. Aussi, une autre petite plug. Il faut que je plug ma salade avant d'y aller. On vous invite à donner au Patreon des Mystérieux Étonnants si vous avez la chance. C'est une plateforme qui permet de faire en sorte qu'on finance nos activités parce que le balado existe depuis maintenant 2006 et c'est pas donné faire du balado. Ça paraît simple, mais ça génère beaucoup de factures. Donc, si vous avez la possibilité de nous aider, on apprécierait. Et en échange, vous avez du contenu gratuit, donc Bifurcation, qui est le podcast exclusif des membres Patreon dont je parlais tantôt, et aussi un accès à notre Discord, c'est un serveur privé. C'est comme l'Internet, mais sans trou de cul. Donc, je vous laisse à notre conversation en espérant que vous allez apprécier. Et on se voit la semaine prochaine avec toute l'équipe. Bye bye! Ben, c'est Annie Reeves qui est au contenu à audio qui nous a approchés dans le fond pour le projet. Puis elle avait dans sa tête le show de William Shatner à Canal D là, qui était bizarre ou quoi. Je pense que c'était ça. Oh ouais. C'est pour ça qu'elle disait, elle voulait vraiment étrange qu'on fasse. C'était ça, étrange ou quoi? Puis elle voulait vraiment qu'il y ait comme le point d'interrogation dans le titre, les trois petits points pour que ça fasse comme un suspense dans le titre. La série au complet est sur Tubi et c'est la chose la plus fun-in qu'il a faite. Il rentre sur un site. C'est comment un Segway? Un Segway, le premier épisode. Oh non! Il est dans une banlieue américaine. Puis je suis comme, mais qu'est-ce qu'il calisse? D'un, pourquoi j'écoute ça à 2h du matin? Ça, c'est une autre question qu'il faudrait se poser. Puis là, il arrive, puis il rentre dans une maison qui est peut-être la sienne. Puis il check des livres, il regarde la caméra, puis il dit des affaires. C'est juste, t'es chez vous, puis il y a genre William Shatner qui rentre chez vous, puis qui se met à fouiller dans tes affaires. Puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Bizarre ou quoi? Étrange ou quoi? Vous aussi, vous direz, étrange ou quoi? Mais tu disais, Rémi, que tu avais été approché par les gens de Radio-Can. Est-ce que Charles-Antoine était déjà impliqué dans le projet avant que toi t'arrives? Ou comment ça fonctionnait? C'était comme en... Ben, toi, t'as pas fait de pilote avant, hein? Parce que je pense qu'ils ont... Ah, tu n'as fait un avant. T'as pas su l'histoire? Je l'ai compté genre 12 fois. Je savais qu'il y avait 2 autres pilotes qui ont été... Excuse, l'écran, il est là, fait que je te regarde là, mais la caméra est là. Moi, l'écran est là, puis la caméra est là.
Juste te dire que la je pointe de caméra est même, là, mais je te puis pointe moi, comme il est ça. là. À date, ça c'est va bien. mystérieux. Oui, Ça, c'est je suis mystique et mystérieux. mélangé. Le mystérieux étonnant. Mais c'est ça, mais il y avait. C'est parce que je sais qu'il y a eu des pilotes qui ont été faits avant, mais toi, t'en as fait un comme un peu sur le fly pour tester un peu ta Hey, voix. moi, c'est fou. Ben Voilà. vas-y, je te laisse partir en fait. Moi, je suis dans la même boîte qu'une artiste qui a été approchée pour ce concept-là par Radio-Can. Puis je l'ai vu recevoir comme le pitch, le texte. Puis on était en char ensemble. Puis il était comme, hey, pas vrai, je comprends pas pourquoi il me demande ça. Je vois pas, là. Je comprends pas. Je vois pas le fit, tu sais. Puis moi, je regarde ça. Puis je suis comme, Colin, c'est malade. Attends, il t'envoie des textes d'affaires mystérieuses. Tu vas les. Aïe, aïe, c'est fou, tu sais. Puis je me rappelle qu'on a le même gérant. Puis il était comme, hey, je vais leur écrire que Mégane. Oh, je l'ai dit. Je vais le censurer. Le fera pas. Je pense pas que c'est. Non, mais là, c'est zéro grave, mais Ok. c'était pas pour elle. Mais je vais leur proposer Charles, tu sais. Puis là, eux autres, ils ont dit comme, ouais, on avait vraiment plus une idée précise en tête. Charles, on le connaît pas beaucoup personnellement. Puis là, on a fait, hey, attendez, là, on a des studios, nous autres, chez Chaos Scène. On a des studios de podcast. On va louer un studio là-bas. On va prendre le texte. On va faire le texte. Puis on va prendre le hit. On va leur envoyer. On va prendre la shot. On va envoyer un truc. Puis finalement, ils nous ont revenus comme une semaine après en disant, ouais, c'est ce gars-là que ça prend. Ça prend Charles. On va tout retravailler. C'est peut-être le texte qui fonctionnait moins dans notre tête. Fait qu'on on a reparti de zéro. Mais oui, on a fait un pilote. Ouais. Ouais, ça, je me souviens parce que, mais avant ça, je pense qu'il y a eu 2 autres équipes vraiment avec autres animateurs, autres réals qui étaient censés parce qu'ils voulaient vraiment faire un podcast sur les phénomènes surnaturels. Ouais. Puis, je Toujours sais qu'il y a eu. humoristique ou. Ben, je pense que c'est là qu'ils voulaient aller. Tu sais, il y a un petit peu l'inspiration, évidemment, des pires moments de l'histoire là, qui rentrent un peu là-dedans, dans le genre de montage, puis de mélange historique et punch humoristique, Ouais, là, la punch, balance. mais aussi informatif d'un côté. là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on a finalement tout été approché. Puis là, en fait, on est un trio. Il y a Antoine Desjardins aussi qui est notre writer. C'est lui qui écrit les textes de base. Ben, Charles, il punch dessus. Je mets mon petit grain de sel aussi, mais c'est Antoine qui écrit les textes. Donc, lui, il reçoit des briefs sur les différentes légendes. Puis après ça, il écrit. Puis c'est super drôle. Là. C'est tellement le fun à découvrir. Là. C'est Noël à chaque fois qu'on lit ces textes. Là. Ouais, vraiment, vraiment. Toi, Charles-Antoine, à quel point tu étais capable de t'approprier les textes, justement, quand tu les as reçus? Le pilote ou la série au complet, comment Ben, ça... on y a été all-in avec la personnalité que j'ai. Là, Mhm. C'est déjà un peu ça, des voix épiques, des gags, peut-être des fois un peu trop longs, des comparaisons qui sont très dans mon lore à moi. Mais c'est ça, le pilote, on a envoyé quelque chose qui me ressemblait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que ça leur a plu. Après ça, ils ont dit, ouais, c'est ça qu'on veut, mais on veut travailler à la matière brute. Fait que là, on a embarqué Antoine dans le truc pour travailler les textes avec moi. Au départ, on était vraiment plus... on travaillait les deux, le texte ensemble, puis on a décidé finalement de splitter la job un peu. Il fait une V1, puis Rémi et moi, on va embarquer plus sur la version 2 du texte maintenant. Puis juste avant d'enregistrer, on avait dit... En tout cas, je l'ai mentionné que Rémi et moi, on est obsédés de Christian Page, qui est le spécialiste Ouais. paranormal au Québec. Tu sais, je pense que j'ai tous ses livres. Ben, puis, parce qu'il y en a plusieurs au Québec, tu sais, mais genre, mettons, Richard Glenn, faut pas le mentionner parce qu'il y a eu des Non, ben là, tu viens de sortes le faire. de choses mais c'est parce que, tu sais, même dans les premiers textes, il était là, puis j'étais genre, On le mentionnait, ouais, guys, hein? je pense qu'il faudrait qu'on Ben là, l'enlève attends, parce que... D'ailleurs, On le mentionnait, puis on a changé ça pour un genre de gars au Québec. je peux-tu deviner dans quel épisode vous deviez le mentionner? Ben, C'est Mont Saint-Hilaire? oui, c'est ça? exact. Ouais, c'est ça. Il y a des ovnis un peu partout en même temps, fait que ça, c'est sûr que... Mais toi, Charles-Antoine, toi, c'est pas Christian Page, là, la source de ton obsession pour les phénomènes Je pense que paranormaux. ma source d'obsession pour les phénomènes paranormaux est beaucoup plus américanisée que ça, OK. je pense. Les Tu sais, je pense- hantises, Les hantises, Ghost Hunters. justement, ouais, ces affaires-là là, de gens là, qui vont dans des manoirs abandonnés dans le sud des États. Mais beaucoup, ce qu'on parlait avec le gars qui faisait Star Trek, là, j'oublie son nom. là. William Shatner. Mais je me rappelle avoir écouté beaucoup ça, consommé beaucoup ça, puis après ça, c'est beaucoup Internet le soir. Pas tant de reportages ou des trucs comme ça, mais tu sais, je tombe sur attends, quel mystère. Ok, ça c'est mystérieux. Je clique, puis là, je tombe dans un vortex de la forêt en Roumanie, que le monde disparaisse. Le Hollandais volant, puis je peux passer des nuits entières à juste lire. Mais j'ai pas tant de figures là, tu sais, qui m'ont amené vers ça. Fait que ta fascination est pas tant... comment je peux dire ça? Tu y crois pas, c'est plus tu trouves ça divertissant. Moi, je suis de ceux qui aimeraient tellement y croire. Oui, c'est ça, hein. J'aimerais tellement ça, avoir... Tu sais, j'ai pas envie de dire d'être un peu moins...
brillant, là, mais parce que c'est pas ça du tout, mais Non. j'aimerais avoir cette espèce de lucidité peut-être un peu plus, me permettre de croire à des trucs qu'on n'est pas capable d'expliquer. J'aimerais Mhm. ça être capable de Mhm. mais je tombe tout le temps dans: «Ah, ça doit être le bois est vieux, fait que c'est un bruit de grincement quand on parle de fantômes», Ben, mettons. il y a un truc que tu mentionnes dans la série de balado, c'est tu sais, le dénominateur commun, c'est l'humain. Puis je suis comme, ouais, ben c'est ça. Ouais. C'est souvent ça, en fait. C'est C'est comment c'est souvent ça. raconté, puis comment c'est Ouais, ouais, rapporté. 100 puis c'est- Après ça, tu sais, il y a une partie de moi qui se dit: «Hey, c'est vraiment se prendre pour d'autres que de penser qu'on a réponse à tout avec la Mhm. science, Mhm. notamment», tu sais. Je crois vraiment en la science, mais après ça, je me dis: «On reste des animaux qui ont décidé de s'appeler des humains. Ouais. On reste une bête qui est devenue, civilisée», mais au final, on peut pas, je pense, tout expliquer. Puis on le dit bien dans l'épisode du Manipogo, notamment, les fonds marins, on connaît tellement rien là-dedans qu'on peut pas prétendre qu'on a réponse à ces choses-là. C'est vraiment, on ne le sait pas. Sauf Tu sais, James Cameron. James Cameron, il l'a vu en maudit. Oui. Mais on sait rien, on sait tellement rien de ça que je trouve ça difficile de dire ça existe ou ça n'existe pas, notamment les monstres marins. Après ça, les monstres qui viennent à la surface, qui attaquent des gens, qui ressemblent à des dinosaures, ou le monstre du Loch Ness, j'ai de la misère à me dire que ça se peut, Mhm. mais je peux pas non plus dire que ça n'existe pas, tu sais. Fait que de tous les sujets que vous avez traités dans la première saison, parce qu'il y a une deuxième partie qui va sortir quelque part Ouais. en Ouais, c'est ça, on est en avril, cours je de pense. production. Donc, je pense que c'est début avril, il me semble, la sortie. On a Ish. devancé, ouais. Ouais, C'est ouais. supposé être Qu'est-ce début qui est la avril. plus plausible pour vous dans ces sujets-là, s'il y en a un? Ben, le Dans triangle les des, nouveaux sujets qu'on parle? Non, dans celui-là, dans dans les la première 5 cycle. premiers. Ouais. Ben, le triangle des Mhm. Bermudes, c'est parce que c'est plus facile. J'ai l'impression qu'il y a comme beaucoup d'explications possibles là, tu sais, Ouais. qui se mélangent. Ben, à moins que tu dises ça doit être les extraterrestres, là, je crois un petit peu moins, mais on a beaucoup d'explications, je pense, qui peuvent justifier ça. Tandis que, mettons, un Stonehenge, on a vraiment rien. Là, tu sais, on sait pas du Ça, tout. c'est l'histoire. En fait, c'est ça que je disais à Rémi avant que tu arrives, avant que tu joignes la conversation. J'ai commencé Mhm. par Stonehenge. Il n'y a pas d'ordre vraiment dans la série. Tu sais, on peut commencer par n'importe lequel. Ben, jusqu'à maintenant, c'est le plus populaire, je pense, Ok. Stonehenge. Ben, c'est fucked up à quel point je savais pas tant de choses sur cette affaire-là. Puis je pense pas que c'est des extraterrestres, mais le fait que c'était un projet qui a été étalé sur autant d'années, c'est ce qui C'est m'a le fou. plus épaté. Ouais, ouais. On parle de Mhm. quoi, 1500 ans au total? Pour Ouais, la c'est quelque chose construction comme ça. Ouais. Stonehenge. Ouais. Chris, j'ai la misère à organiser 2 meetings back-à-back sur 2 semaines qui suivent. Puis Chris, toi, tu participes à un podcast de Donjons et Dragons. Je sais même pas comment vous faites pour vous retrouver. Hey, c'est Quand on essaie de faire des complexe, mais- games, c'est impossible de mon côté. Fait Ouais. 1500 ans avec un Ouais, plan ouais. concret. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Tu sais, je veux dire, Mais il il y avait vraiment pas- motivé. Il n'y avait pas les médias sociaux pour perdre du temps, par exemple. Il y avait juste comme il pouvait focusser sur une affaire. Hey, là, puis il y avait tellement de choses tu sais, il y avait tellement moins de distractions, là, tu sais, leur journée de travail était plus courte aussi, de ce que j'ai cru comprendre, dans le sens que, tu sais, il y avait leurs petits trucs, leur petite vie, mais il n'y avait pas tout le reste qui fait qu'on déconnecte d'une tâche en particulier, tu sais. Moi, je pense que c'est drôle que tu dises ça, Rémi, parce que je pense vraiment que Stonehenge, c'est peut-être celui où on se rapproche un peu plus d'une. Tu sais, notamment quand on parle de théorie de la vulve ou de la Oui, vie oui. qui est De fait plus représentée là. historique, tu veux dire, là? Props en Ouais, passant tu sais, d'avoir plugué ce mot-là à Radio-Can. C'est vraiment ouais, moi extraordinaire. aussi, je suis complètement fier. Mais dans le sens que, tu sais, je trouve que, même pour les pyramides qu'on va peut-être explorer prochainement, je trouve que c'est tellement facile de regarder le passé en se disant ah, on comprend pas comment ils ont fait. Ça doit être des extraterrestres parce que nous autres, on est meilleurs qu'eux autres Mhm. maintenant. Mais comme il y a tellement de savoir qui a été. Tu sais, moi, tu me demandes de faire une tente ou de me faire un campement extérieur là, je crève dans 2 jours puis j'ai Ouais, mangé ouais. un chat. Là, tu sais, c'est ça qui s'est passé. Là. Tu parles de ton Mais expérience sur le show? vous Perdu allez dans le voir bois, ça, c'est une mon autre parenthèse. expérience là. sur le show. Il y a beaucoup d'abandon. Ouais. Mais Excuse-moi, je ça, t'ai fait bifurquer, là, mais... ben non. Ça pour dire que je pense que tu sais, c'est pur à toutes les générations de dire que avant c'était plus nul, puis maintenant on est meilleur. Mhm. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des savoirs qui se sont perdus à travers le temps. Puis probablement des technologies aussi qui se sont perdues à travers le temps. Puis je te parle pas d'un téléphone, mais je te parle d'une technologie qu'on peut-être qu'on n'est pas capable d'imaginer Ou parce une qu'on n'a pas ce technique besoin-là. quelconque qu'on a Une perdue. technique, Ouais. ouais, exactement. Un Quand savoir-faire. quand tu as des contraintes, qu'importe quelles contraintes, qu'importe le milieu, tu finis par être excessivement inventif, puis tu peux utiliser ton imagination. Peut-être qu'il y avait une technique à cette époque-là. 100%. Ouais. Mais je sais pas si vous avez vu le film Into Eternity. C'est un genre de documentaire sur les gens qui traitent les déchets nucléaires. Parce que on Ouais, s'en. donc, ça, je c'est pense- un Herzog, ça? C'est pas un Herzog, c'est Non? un Herzog adjacent, par Ouais, exemple. ça Et sonne tu comme finis, un t'es fucking documentaire depressed. d'Herzog, ouais. T'es vraiment depressed à la fin. Mais ça dit comment il y a un enjeu parce que bon, ça va rester radioactif pendant des milliers d'années. Puis comment on fait pour traiter
où est-ce qu'on l'entrepose, puis comment on avertit les futures générations dans 20 000 ans que faut pas que tu ailles là parce que tu risques de mourir. La réalité, c'est que même si tu trouvais une façon d'avoir un langage universel pour dire « Hey, dans 20 000 ans, rentre pas là », toi, en tant qu'archéologue du futur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller pareil, tu sais. Fait que je pensais à ça à Stonehenge, comment c'est un projet sur 1500 ans, tu es capable de garder ça sur tes épaules, tu sais. Ouais. J'imagine qu'à un moment donné, au niveau de l'écriture, puis peut-être un peu de la mise en scène aussi, il faut se couper parce qu'on peut pas résumer toutes les théories, puis même le côté historique de la chose. Comment vous faites pour trouver la balance là-dedans? Ouais, ben on a même chopé, quand on a commencé le premier qu'on a fait, c'était Mont-Saint-Hilaire, puis il y a toute une théorie qui a été complètement enlevée parce qu'ils voulaient garder le podcast en bas de 20 minutes. Autour de 15 idéalement, il y en a qui s'approchent du 20, mais ils voulaient que ça soit vraiment des quickies, là, que ça soit plus. Vu que c'est quand même chargé, il y a beaucoup d'informations. Fait que même, c'est ça, Mont-Saint-Hilaire, on a coupé une théorie qu'il y aurait un dragon dans la montagne, puis c'était super cool. Là, il y avait vraiment toute une histoire avec ça. Il y a un concours de dessin avec le dragon, puis tout. Puis tout ça, ça a été enlevé parce qu'il fallait à un moment donné qu'on focus un peu plus. Parce qu'à un moment donné, tu peux en parler des sujets comme, c'est ça, Stonehenge, le triangle des Bermudes. Il y a tellement de livres, on pourrait en faire un podcast, on pourrait faire 12 saisons juste là-dessus. Là, Ça pourrait être des heures. Je pense que c'est absurde que ça soit mon idée, mais pas mon idée, mais mon point de vue, dans le sens que pour moi, c'est important que l'information prenne le dessus sur le potentiel comique. Ouais. Et puis pourtant, c'est moi qui priorise le comique dans ma vie en général, mais pour moi, c'est important que dans ce genre de truc-là, déjà, la contrainte de temps qui nous a été donnée était, pour moi, quand même assez handicapante, dans le sens que moi, j'aime parler longtemps. J'aime ça, puis j'aime consommer beaucoup. Fait que, tu sais, quand j'ai un podcast qui devant moi, qui dure 2 heures, je suis très content. Fait que j'avais un peu ce besoin-là, moi aussi, de « Hey, on s'étale, on jase, on dit tout ». Ils nous ont un peu comme, puis avec raison, là, demandé de ramener ça un peu plus. Fait que pour moi, la stratégie était claire de comme, on va être drôle, on va être comique, de par la personnalité ou de par les petits gags qu'on va être capable de glisser, mais il faut prioriser l'information, puis prioriser ce qui est intéressant. Tu sais, la théorie du dragon dans le Mont-Saint-Hilaire, elle est intéressante, reste que Détroit. C'est celle qui est un peu la moins crédible. Et puis là, je te parle même des ovnis et tout. Là. C'est celle un peu qui est plus difficile à défendre avec de l'information sur une longue durée. Là. C'est drôle parce que tu parles des ovnis, puis on fait le lien avec les extraterrestres. Les extraterrestres sont mentionnés plusieurs fois dans la série, dans le premier cycle, mais les extraterrestres comme tels ne sont pas abordés. C'est comme finalement un sous-thème parce qu'il est tout le temps là. Ouais. Ça revient quasiment tout le temps dans toutes les... C'est parce que c'est tellement facile de mettre ça sur le dos des pauvres extraterrestres. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'on sait bon, encore nous autres. Ouais, c'est ça. Exact. Mais ça, c'est fascinant. Principalement, c'est que c'est pas un mythe ou un mystère plus que ça, on n'a réellement pas la réponse. Si je te demande, y a-tu une vie extraterrestre, y en a-tu? Je pense que ce serait complètement ridicule d'assumer que non. Il faut assumer que oui, jusqu'à temps qu'on ait la preuve du contraire, mais c'est tellement vaste, c'est tellement grand. Pour moi, le mythe ou le mystère s'annule là. On est obligé d'assumer que peu importe la forme de vie, dans le mot forme de vie, il y a vie. Fait que ça peut être une plante, ça peut être un gaz, ça peut être n'importe quoi, mais du moment qu'il y a une forme de vie, moi, je suis persuadé qu'il y a une forme de vie dans l'univers. Je suis sûr aussi qu'ils nous ont visités, par exemple, sur notre enfant. C'est ça le problème, c'est que c'est tellement immense au point où on ne peut pas se l'imaginer. Notre cerveau humain ne peut pas... C'est fou, hein? C'est gigantesque, c'en est vertigineux. Je trouve ça fou, l'humain, parce qu'on est tellement... On est tellement persuadé qu'on est les meilleurs dans tout sur notre planète. Là. L'humain est comme, hey, on met le pied sur la lune, on est civilisé, mais on n'est pas capable de se dire que c'est peut-être nous, la forme de vie extraterrestre la plus évoluée. Puis peut-être que ce qu'on va rencontrer, c'est l'équivalent d'un homme néandertal en genre de boule de glu sur une planète. Puis ça va être nous, finalement, le plus évolué. C'est nous qui est visible, finalement. Serais-tu en train de me dire que le vrai extraterrestre, ce serait l'homme? Ça serait l'homme. On a un petit running gag avec Guillermo del Toro qui dit toujours dans ses films que le vrai monstre, c'est l'humain. c'est un peu connexe. Là. Ben, tu sais,
Je suis pas totalement contre cette idée-là. Moi. Mais j'ai l'impression que les extraterrestres, pour rebondir sur ce que tu dis, un peu remplacer toutes les créatures fantastiques de différents folklore qui existent à travers le monde. Avant, c'était les anges. Vous le mentionnez d'ailleurs dans l'épisode du Mont-Saint-Hilaire, c'est les fameuses fées. Oui. C'est comme les fées, quand tu commences à gratter, ils étaient très, très, très présentes au 18e siècle ou autre. On y faisait souvent référence. Là, c'est les fantômes, les extraterrestres, mais on faisait toujours référence à quelque chose qui était dans l'air du temps. Puis cette affaire-là finit par changer. Mais si tu regardes les comportements du trickster, des nains et des fées de l'époque, il y en a beaucoup qui sont aussi dans ceux des extraterrestres aujourd'hui. Ou les fameux démons qui sont liés aux paralysies du sommeil, qui sont couchés sur le ventre. On voyait un démon avant, maintenant c'est des extraterrestres qui viennent te voler dans ta chambre. T'sais. Fait que ce mythe-là arrête pas de se transformer, mais c'est les mêmes expériences. 100%. Je suis curieux de voir c'est quoi la prochaine affaire. T'sais. Ouais, ben je pense que les psychédéliques vont jouer là-dessus. Beaucoup. Les êtres immatériaux, puis le voyage à travers les autres dimensions. On est un peu déjà là-dedans. Les extraterrestres. Les estis d'extraterrestres. Mais les extraterrestres, c'est que c'est devenu aussi... Il y a des associations, c'est devenu quasiment, pas une religion, mais il y a des regroupements de chasseurs d'extraterrestres. Il y en a un peu, mais pour des Sasquatch, mettons. Les extraterrestres, c'est comme des associations, tu peux appeler, puis tout. Puis moi, je vais faire une parenthèse, parce que j'ai quand même une anecdote à compter là-dessus, que je pense que j'ai jamais dit au Mystérieux, là, mais fait que j'ai fait une série web en 2015 qui s'appelle Étrange Province, puis pour ma recherche, j'essayais d'aller voir du vrai monde qui trippe là-dessus, puis c'était pas... il n'y avait pas un regard moqueur, c'était vraiment... Je voulais comprendre d'où vient cette fascination-là. Puis aussi, je trouve ça le fun d'écouter du monde qui trippe sur de quoi puis qui m'en parle avec passion. Puis moi, c'était beaucoup dans cette optique-là. Il y a une section qui était fictive, qui était ton histoire avec tes acteurs, mais l'autre partie où tu interviewais des gens, c'était pas les dindons de la farce. Non, c'est ça. C'était mais par exemple, les acteurs restants personnages, parce que c'est du faux documentaire, fait que c'est les personnages qui interviewaient des vrais spécialistes. C'était qui déjà? Les deux étaient excellents. C'était Mathieu Enfield et Simon Lacroix. Il était malade. Ouais, méchant bon duo, là, puis c'est beaucoup d'impro, c'était vraiment le fun, mais tu sais, il y avait vraiment toute la part recherche, puis j'étais allé rencontrer l'association des ufologues de Montréal, je me souviens plus exactement, le MUFON, je pense que ça s'appelle le regroupement. Puis eux autres, leur rencontre, c'était genre dans un genre de Amir dans Montréal-Nord, là, genre au 2e étage. Là. Fait que là, je me pointe là, tu sais, je suis vraiment un random. Là. Moi, je venais juste pour me rencontrer du monde. Puis là, je débarque là, tu montes au 2e étage avec ton shish taouk, là, puis là, ils projettent des affaires, puis ils sont comme... Voici les vidéos du mois, les trucs qu'on a vus dans le ciel ce mois-ci, puis là, on va essayer de voter. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas? Tu sais, puis c'était comme les cas du mois, puis tout. Puis là, vers la fin, je vais y voir, puis je suis comme, je cherche quelqu'un pour un projet de série. Puis là, je dis, je cherche quelqu'un aussi pour parler des Sasquatch. Puis le gars vient les yeux illuminés, là, puis il fait, c'est ma deuxième passion. Ma deuxième passion. Puis après le projet, ils m'ont contacté parce qu'il y avait besoin de quelqu'un pour filmer quelque chose. Puis en fait, le quelque chose, j'ai appris que c'était une séance d'hypnose avec une madame qui a dit que c'est fait enlever par les extraterrestres. Ouais. Puis là, c'est genre, t'es pas payé. Puis là, je m'en fous. Puis là, on a monté à Québec. Puis là, j'ai dit, j'ai vraiment besoin d'un gars de son, ce qui était pas vrai, là, mais je voulais un ami avec moi là, pour qu'on puisse 100%. En parler en quittant, parce que là, j'étais avec les deux messieurs. OK, pas parce que t'avais peur. Là. Non, mais j'étais avec les deux messieurs de l'association qu'eux autres, je peux pas, après on quitte, là, puis je peux pas en parler avec eux autres, faire comme tabarnak, et c'est ça. Puis c'est genre une des expériences les plus fuckées que j'ai eues de ma vie, là, parce que la madame, tu sais, elle croit vraiment qu'elle s'est fait enlever par les extraterrestres. Puis là, on est arrivé. Puis là, c'est genre dans un petit appartement, un petit 2,5, 3,5 dans une banlieue de Québec. Là. Puis elle nous accueille, là, ça sent la clope, là, elle a sa robe de chambre, puis elle fume des clopes. C'est comme vraiment dans un film, là, quelqu'un qui est un peu traumatisé par ça. Est-ce que Mark Snow de X-Files jouait là-bas, la sonore en background? Puis là, avant, il y a une entrevue avant l'hypnose. Puis là, il pose des questions. Puis elle nous a dit une affaire. Elle dit... moi, ils m'ont dit que je pouvais pas tomber enceinte, puis après la visite, j'ai eu ma fille, fait que je pense qu'ils ont mis un petit quelque chose d'eux autres à l'intérieur de moi. Elle a dit ça. Puis là, après ça, la séance se passe, puis elle se couche, puis là, t'as un hypnotiseur qui l'amène en transe, puis là, elle comptait des affaires pendant 1 heure à peu près. J'ai toutes les vidéos encore chez nous. Elle changeait sa voix? Non, mais tu sais, c'était comme si elle revivait. C'est comme si elle était dans le vaisseau, là, puis elle était comme j'ai froid. Ah, là, je le sens, il me touche, là. Oh non, il fait noir. Ah. Puis tu sais, genre en transe. Est-ce qu'elle était crédible? Ben, c'était crissement creepy, là, pour vrai. Tu sais, genre, si c'est. Tu sais,
il y a plus. Il y a des Moi, j'y chances. crois pas, mais. En tout cas, que ça soit vrai ou pas, mettons, Non, c'est pas vrai. la performance était là, A+. Non, mais Ok. c'était vraiment creepy là, d'être dans ce contexte-là. Puis j'avais au moins mon perchiste, là, je pouvais avoir un highline, un regard là, de Ouais, comme ouais. on vit ça ensemble, là, ce qui se passe. Là. Et ça, c'était vraiment spécial. Puis là, après ça, on a quitté. J'ai pas eu d'autres contacts avec l'association. Je pense qu'il y avait juste besoin d'un gars de vidéo sur le fly, là, mais hey, ça, c'était vraiment spécial. Puis j'ai fait un film il y a 2 ans, Kino, qui n'a pas beaucoup voyagé, qui s'appelle Le Homme, qui est basé sur cette expérience-là que j'ai eue. Puis on a mis même un petit extrait de l'enregistrement qu'on a fait dans le générique de fin, là, avec le Ouais, je l'ai visage pas vu brouillé. ce puis tout, court-métrage-là de toi. c'est plus dramatique, c'est moins de la comédie comme je fais d'habitude, là. Mais ça m'a vraiment ça m'a shaké. C'était vraiment le fun l'affaire, mais tu sais, j'y crois pas, mais j'y crois un peu, là, tu sais. Moi, j'y crois pas. C'est ça l'affaire, De là. façon générale, il faut que les preuves soient Elle vraiment nous parlait, tu sais, intenses. Là, pour que- je suis dans mon lit, là, puis il est là, il est au bout, il me regarde, il est là, il est au bout, puis il me regarde, là. Tu sais, puis hey, Mais tu sais, c'est weird, moi, là. j'y crois pas, mais une grosse partie de moi croit que pour eux autres, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ce qui fait que ouais. ça rend le tout très nébuleux. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai écouté le podcast, justement, Dérive sur Ouais. Audio de Radio-Canada, la Excellent. partie où est-ce... Ouais, le rituel de sudation. Mhm. Il y a un épisode où est-ce qu'on parle de cette genre de gourou-là, une madame qui dit qu'il est la réincarnation d'une déesse Ouais. indienne, je crois, Melchisedec. C'est ça, exact. Ouais. Je viens de réécouter. Je l'ai écouté comme 2-3 fois cette saison-là. Et puis, tu sais, c'est comme... Cette madame-là, c'est une tabarnak de trou de cul Mhm. qui est comme, moi, je suis capable de faire des voix, puis je vais demander au monde de me payer, puis ça va fonctionner. Ou elle y croit 100% à ça, là, Ouais. puis fait que mon aiguille, on dirait qu'elle me porte sur je pense que cette dame-là, pour elle, cette vérité-là est aussi vraie que pour moi, c'est faux. Et ça me glace le sang de constater que ma vérité est l'inverse pour quelqu'un d'autre, mais elle a la même valeur. C'est une des choses que je trouve le plus troublant dans cette série-là au courant complet, là, parce que c'est finalement souvent le même type de personnalité qui revient. C'est une fréchette en plus, je suis assez fier de Ouais, ma mais famille. Ils sont tous un peu fuckés. Oui, ils sont tous weird. Mais il y a quelque chose qui est lié. Là, je suis pas psychologue, là, fait que je vais juste faire une. Bon, je vais dire ce que j'ai à dire. Comme lié à l'ego et au narcissisme, tu sais, les gens qui sont excessivement narcissiques peuvent finir par croire un peu ce qu'ils veulent. Tu sais. Fait que soit t'es hyper contrôlant, t'es un grifter, Mhm. tu pousses ta marde pour whatever, des leviers de contrôle, l'argent, être vénéré, puis ça, il y en a beaucoup. Là. Ou justement, tu y crois parce que t'es complètement déconnecté de la réalité. Tu sais. Puis, tu sais, C'est tout aussi terrifiant pour puis moi. elle, il y a comme ou une genre de gradation, j'ai l'impression. Au début, c'était moins pire, puis à un moment donné, elle est devenue qu'elle croyait complètement à cette entité-là, Ouais. puis qu'elle s'est complètement abandonnée à ça. Là. Mhm. Tu sais, on a reçu un à l'étrange province, le gars des Sasquatch, justement, que c'était sa passion. Tu sais, on faisait des entrevues un peu séparées là, du côté fiction. Là. Puis là, il vient dans notre studio, là, puis là, il s'assoit, puis il jase de ça, là, puis il part, là, puis les deux gars, ils l'interviewent, puis il le sait, là, il parle à des personnages, puis tout, puis c'est correct. Mhm. Là. Mais le gars, il s'est complètement abandonné. Là. Puis l'entrevue a fini sur... Là, les gars, je veux juste dire un message à ceux qui nous écoutent. Là. Puis il se met à regarder la caméra, il dit, là, si vous trouvez le Sasquatch, vous le laissez tranquille, il faut pas qu'il devienne un animal de cirque, OK? Puis là, gros fret. OK, merci, monsieur. Puis là, il part, les gars étaient comme, j'y crois moins, là, présentement, là, mais lui là, il est convaincu que ça existe, là. Ouais, il y a des Convaincu, là. J'avais vu un documentaire à Fantasia il y a quelques années sur les chasseurs de Sasquatch. Puis, Ouais. tu sais, il y a eu des shows là, qui sont sortis par la suite où tu sais, ils montrent du footage, puis c'est flou. Puis regarde, t'as la face. Non, c'est une feuille. C'est une feuille dans Ouais. lui. Il n'y a rien, là. Puis la personne regarde la caméra, tu sais, elle était sérieuse, puis elle dit mais il y en a qui peuvent parler par télépathie. Là. Moi, je Ouais, leur parle, ouais. puis t'es comme, ouais, là, il y a un enjeu de maladie mentale. Puis, tu sais, c'est juste une une famille débite, qui là. chassait Ouais, le ouais, Sasquatch ouais. au complet. Là. Pour nous autres, c'est super clair que c'est à la limite une invention ou une divagation de ces personnes-là. Là. Ils sont en train de l'échapper, mais si tu remontes à il y a des centaines d'années, il y a Ouais. quand même des gens qui se sont dit hey, moi, c'est Dieu qui m'a amené ici. Mhm. Puis je suis roi parce que Dieu l'a voulu. Ouais. Puis là, il y a encore aujourd'hui, on vénère des rois et des reines à travers le monde qui, au départ, c'est des gens qui ont fait hey, moi, dans le fond, c'est Dieu qui m'envoie. Fait que. On est tous chill avec ça. Et là. vous autres, faites le foin. Vous autres, c'est pas Dieu qui vous envoie. Occupez-vous du foin et des céréales. Vous autres, peut-être allez mourir pour moi qui est envoyé par Dieu, dans le fond.
Fait que, tu sais, toutes les générations, toutes les civilisations qu'on connaît ont eu un peu ces espèces de moments-là. Là, c'est plus difficile aujourd'hui de rallier des centaines de personnes derrière une idée aussi farfelue, un contexte aussi. Quoique, dans une époque de médias sociaux, ça reste quand même excessivement faisable. Ben oui, les réseaux sociaux aident, mais avant, tu sais, c'était plus simple d'expliquer la vie comme ça, mais il fallait juste être le premier à y penser. Là, aujourd'hui, tu sais, ça existe. Moi, je peux pas en vouloir, ou je peux pas, du moins, me sentir supérieur aux gens qui tombent dans le panneau parce que je suis comme, hey, je pense qu'on est tous pas à l'abri. L'histoire nous l'a prouvé. On est tous pas à l'abri de tomber dans le panneau, que maintenant on fasse, ah oui, ok, ça, tout ça est faux, mais ça, c'est vrai, puis on va suivre cette personne-là. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, Rémi, moi j'ai des hallucinations de sommeil. Tu sais, c'est pas de la paralysie, mais c'est comme adjacent. C'est quand tu te réveilles ou tu t'endors durant ton sommeil. Ouais. Je fais des projections dans ma chambre. Fait que dépendamment si je suis fatigué, des fois je peux pas en avoir pendant des mois. Mais ici, dans les premières semaines, quand j'ai déménagé, puis les gens à la maison se rappellent que j'habite dans l'ancien appart à Rémi, j'ouvre mes yeux, puis il y a un moment, pour moi, c'est excessivement où je suis là, hein? Où c'est moi qui est là au bout du lit, puis qui est comme, ça va-tu, bonne je te ramène les clés. Puis je vois un gobelin passer rapidement, mais un vrai gobelin, comme dans Labyrinth. Puis ça m'arrivait, des grosses araignées, des insectes, des têtes de mages dans mes couvertes. Des têtes de mages? Des têtes de mages? C'est comme un mage avec des gros longues barbes. Merlin, genre? Genre Merlin Star, exactement. Hey, Puis il y a une fois, j'ai ouvert les yeux ici en pleine nuit et la chambre était éclairée comme en plein jour avec des symboles noirs sur les murs qui étaient écrits. Tabarnak. Mais je sais que c'est de la paralysie du sommeil, tu sais. Moi, je suis un sceptique à la base. Il faut que les preuves soient à la hauteur des déclarations pour que je puisse... J'aimerais ça croire en quelque chose, mais si demain je vois un verre bouger, là, bouge tout seul. Puis je suis comme, oh, OK, fascinant, j'ai la chienne. Mais je suis pas en train de me dire, c'est grand-papa qui veut que je sache qui est là. Ouais. Impossible parce que mon grand-père est encore vivant, 94 ans. Mais au-delà de ça, il était qu'une corde au bord de la fenêtre. Ça serait plus son genre. Mais tu sais, quelque chose qui bouge, je suis pas en train de connaître la mécanique qui est derrière. Puis c'est là où il y a comme tout l'humain qui essaie de combler le vide, tu sais. Puis dont les histoires que vous avez traitées, c'est un peu ça. C'est des générations de gens qui se sont dit, hey, on sait pas c'est quoi. Où il y a un mystère, où il y a une narrative qui se crée autour de quelque chose, puis là, le mythe grossit. C'est pas pour rien que le Mont-Saint-Hilaire, il y a 10 000 théories autour. C'est pas pour rien que le Triangle des Bermudes, il y a 10 000 théories autour. C'est qu'il y a un vide, puis là, il faut qu'on le compte. Puis c'est encore une fois, encore ce que vous disiez dans le balado, c'est il y a dénominateur commun, c'est l'humain. C'est l'humain qui remplit ce trou-là. Fait que, mais il reste que c'est excessivement fascinant, puis même, je te dirais, réconfortant des fois de consommer ce genre d'affaires-là. Ghost Hunters, c'est poche. Mais ça joue en loop sur Plex. Oh oui, c'est full écouté. Des fois, genre, ça fait comme 2 heures. Pourquoi j'écoute ça? Un film de 2008 filmé en mini-DV dans une cave quelque part au Minnesota. Ça n'a pas rappelé. En Night Vision. En Night Vision poche. Ouais. Mais il y a une fascination qui rentre là-dedans. Ouais. Je me demandais, vous avez, dans la série... vous avez quand même permis une couple d'affaires. Là, on parlait tantôt d'une certaine référence au sexe féminin dans Stone Age. Mais puis là, c'est pas du tout une critique. Je trouve ça en fait épatant. Beaucoup d'expressions plus familières anglaises aussi qui a été permis. Puis on s'entend, c'est Radio-Canada. C'est Radio-Canada qui change aussi, qui s'ajuste. C'était quoi est-ce qu'il a fallu, sans vouloir se dire que se battre, mais forcer ou travailler un peu pour ces choses-là, ou ça a été au contraire excessivement facile? Tout seul, Charles? Ben moi, je trouve que ça a été excessivement facile dans le sens que je pense qu'il y avait un désir de se rendre un peu plus accessible. Okay. Puis on l'a amené tout de suite. Là, on parle un peu dans un langage, oui, qui est soutenu, mais j'utilise mes expressions, j'utilise mes mots souvent. Puis tu sais, les choses pour lesquelles on s'est battu, souvent, c'est plus quand c'est relié à des... J'ai envie de dire des trucs qui ont déjà été touchés par Radio-Canada, des reportages qui ont déjà été faits sur tel truc, ou quand on nomme des gens, notamment on parlait de Richard Glenn tantôt, je me rappelle que là, on a eu un moment de « Ah, on le nomme-tu, on le nomme-tu pas? » Puis au final, ça a été « Non, on le nomme pas. » Mais ultimement, c'est quand même assez permissif présentement. On a... Puis tu sais, on n'ira pas... faire n'importe quoi non plus juste pour aïe, on fout le feu dans l'endroit qui est le moins possible à foutre le feu, mais on se permet, puis jusqu'à maintenant, ça passe. Même, je me rappelle des gags. Ah non, il y a une blague qui n'a pas passé, je me rappelle.
une blague de prêtre, mais Ouais. je comprends pourquoi, là. Tu sais, je Faut que comprends. tu doutes un petit peu la. Ben, il y en a une Mais- dans celle-là là, que j'ai écoutée. Là. Ah ouais, ben c'est elle? Ben, je pense qu'elle a passé. Oui, je pense qu'elle a passé. Elle a parce passé. qu'elle est là. Mais il y a eu, Oui, il y a eu c'est le ça, point elle a d'interrogation. passé. Mais je pense Il y a, qu'elle a il y a eu le passé. point Ouais. d'interrogation Ouais. longtemps, puis je me Ouais. rappelle Ouais. que même Annie était comme « Hey, moi, faites-le, dites-le, puis au pire, ça passe pas, mais bloquez-vous pas, là, écrivez-le, puis censurez-vous pas vous-même. » tu sais. Je me rappelle qu'Antoine et moi, on était comme « Oh, d'après moi, cette blague-là, elle passera pas. » Ouais. Finalement, elle a passé. Je pense à Dick Pic aussi, Moby Dick Pic. Oui, Moby qui Dick est Pic, un- je Hey, m'en c'est souviens, c'est pas très une frais. blague, mais on était comme « Ouais, ça va-tu passer? » Finalement, oui. Fait Mais que non, c'est permissif. Mais c'est ça qui m'a épaté dans la série. Tu sais, il y a toutes ces histoires-là qui a été traitées des millions de fois, mais il y a un langage. C'est très keb actuel, je trouve. Ouais. Puis c'est rafraîchissant. Puis des fois, on dirait qu'on a juste deux options. C'est soit un français excessivement soutenu, très radio-canadien, typique. On entend presque l'accent sur le bout de la langue. Là, tu sais. Mhm. Puis tu as le côté un peu plus populaire, entre guillemets, trash. Puis il y a comme un sweet spot que vous avez réussi à atteindre qui rend ça très accessible. Tu sais. Je pense à la nouvelle génération qui consomme juste de l'Instagram ou du TikTok ou whatever. Puis il faut que tu les amènes aussi vers les médias québécois. Puis je pense que ça pourrait être, votre balado pourrait être une bonne porte d'entrée vers du contenu keb. Puis ce contenu keb-là peut être, regarde, il est pas chiant. Il dit peut-être pas aura comme toi, puis 67 ou je sais pas quoi, là. Je suis rendu trop vieux, moi, ces affaires-là. Mais il y a de quoi de très accessible pour une génération un peu plus jeune. Mais tu sais, ultimement, moi, dans ma vie, j'ai fait mes études en théâtre en commençant, puis je me rappelle que moi, je fais de la dyslexie puis de la dysorthographie. Hey, dude! Toi aussi? Oui, même affaire. Depuis que je T'es suis la première jeune. personne, les deux, le mix, là. Ah ouais, hein? Ouais, Moi, c'est depuis que je suis jeune, là, je me rappelle, au primaire, secondaire, aller voir des spécialistes, puis apprendre à lire, puis c'était difficile. Je lisais, il y a des mots pour moi, quand ça veut dire deux fois la même chose, mettons, orange la couleur, orange le fruit, tu me perds, là. Je comprends pas. Mhm. Très jeune, je me rappelle bugger sur des trucs comme ça, feuilles d'arbre, feuilles de papier. Pourquoi c'est le même mot? Lire, c'était compliqué, très robotique, tu sais. Puis je me rappelle qu'à l'école de théâtre, les profs de diction, les profs de voix me disaient souvent, toi, tu pourras jamais faire du doublage. Tu as une belle voix, tu es capable de, mais ta prononciation, souvent, c'est difficile. Ta dyslexie, ça se ressent quand tu lis à voix haute, quand tu fais des lectures à voix haute, ça se ressent. Tout ce qui est, je me rappelle plus du mot, là, mais ta diction est complexe, tu sais. Fait que ça m'avait vraiment. Moi, je voulais faire des voix quand j'étais petit. Là. Je voulais être le prochain gars qui allait faire Homer Simpson. Là, tu sais. Fait que me faire dire ça, ça m'avait jeté à terre. Puis là, de reprendre ce projet-là, puis ultimement, c'est ma voix, c'est mes trucs. C'est important pour moi de, oui, aller dans le normatif, mais de garder une zone de, hey, c'est le gars qui s'était fait dire, il pourra jamais, là, qui le fait, là, quand même. Là, En tant que. On va bifurquer 2 secondes. En tant que gars qui s'est fait dire ça aussi, bravo. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Puis ça joue tout le temps un petit peu en dedans. Je fais un podcast depuis 20 ans, mais je suis tout le temps en train de me dire, je suis supposé de parler d'un micro, je suis supposé avoir une voix. Si je me trompe-tu parce que ma dysorthographie a embarqué ou parce que je suis fatigué ou whatever. Puis au final, tu le maîtrises très bien. Je finis par le maîtriser très bien parce que on pallie à ça plus que les autres choses en se disant « Ah, moi, ça va être ça. Moi, c'est ça. » C'est une boule Fait que de je le haine travaille. que je dirige vers moi, mais ça, c'est Non, mais moi, il y a un esprit de vengeance, c'est ça. Oui, c'est ça, regarde, tu vois, j'adore la vengeance. Non, mais dans le sens que j'ai pallié à ça, j'ai peut-être mis trop d'orgueil, un peu d'effort là-dessus, puis maintenant, ça fonctionne. Je lis probablement mieux que bien des gens qui sont pas dyslexiques, bon, là, en studio, là. On fait souvent mais ça une arrive des page, fois que... Ouais. Tu vas enchaîner une page d'un coup, puis ça va super bien. Là. Quelques petites affaires que tu reprends Des fois, au travers, je bats mais pour le même genre, mot. c'est normal, là, mais tu vas faire une lecture d'une page, c'est full bon. Les intonations sont à la bonne place. Tu as travaillé, puis ça paraît. Là, Je peux bugger des fois sur un mot, puis il est pas compliqué. Ouais. Puis on a joué sur l'anglais pour que tu bugs par exprès au final. L'anglais, j'ai de la misère tantôt, juste quand on checkait le micro. No, noise! Mais, quand tu mais disais, non, c'est parce que c'est drôle parce qu'on est tombé là-dessus parce que quand tu parlais de Groovy Harvard, oui, tu vois, j'étais comme Groovy Harvard. qu'est-ce que je suis pas capable de dire moi non plus. Je pensais à ça, je suis comme ah, il est bon, il l'a eu, mais je comprends qu'il est pas capable de le redire, puis là je comprends pourquoi. je trouve ça malade. Mais c'est cette idée-là, puis je veux pas aller trop loin avec ça, mais
l'idée qu'on on te met des limites avant que tu puisses les atteindre pour vrai, tu sais. Puis que tu es déterminé que par ça. Puis tout le monde a des problèmes, tout le monde a des enjeux, tout le monde a des stress. 100%. Mais quand on les met là... Moi, j'ai appris que j'avais tout ça à 32 ans. Je l'ai appris vraiment tard. Tu sais, j'ai pas eu d'aide au secondaire ou plus tard dans ma vie pour essayer d'y pallier. Ça a été moi qui gosse dans un micro qui a fini par essayer de trouver mes trucs, là, ça. Puis, je sais pas où j'allais avec ça, mais je voulais le partager. Je trouve ça c'est intéressant. Puis non, mais c'est super intéressant parce que moi, je me rappelle que si on m'avait dit un jour, tu vas faire ça, j'y aurais pas cru parce que mes exemples, c'était Guy Nadon. C'était Fabrice Lucchini. Tu sais, c'est des comédiens. Je sais même pas s'ils ils sont peut-être dyslexiques, je ne sais pas, mais quand je les voyais, je me disais, oh mon Dieu, c'est des gens qui lisent, puis qui parlent, qui savent s'exprimer d'une manière tellement incroyable. C'était des Charles Tisser, tu sais, que tu écoutes, puis tu paniques parce que tu te dis, voyons, qui est capable de bien parler de même, on comprend tous les mots, il n'y a pas de diphtongue. Une diphtongue, c'est quand tu vas te glisser un peu sur un son dans un mot, puis finalement perdre un peu le bon son, là, tu sais. Mais au final, moi, j'ai lu beaucoup à voix haute. Moi, je lis beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je vais tout lire à voix haute. De un, les voix vont me faire des personnages. Quand je lis des livres fantastiques ou des livres, des romans ou de la fiction, je fais les voix. C'est sûr, ça gosse là, pour le monde autour. Maintenant, je ne lis pas dans le métro, là, mais j'essaie de lire à voix haute juste pour créer mon propre livre audio dans ma tête, pour créer les propres images. Puis au final, ben, ça m'a aidé parce que je suis capable de faire mythe ou mystère. Puis on reprend des fois des mots. Ça peut être le mot nuage. Je le dis. Je suis pas capable de le dire, même après 16 fois, mais plus là, souvent qu'autrement. Je qu'autrement. pogne les nerfs, là, je me fâche. Là, tu le tapes, c'est ça. Justement, Rémi, tape sa table. Les gens qui écoutent Les Mystérieux Étonnants te connaissent depuis quand même longtemps. Tu fais Bifurcation avec nous autres, le podcast exclusif. Puis là, t'es absolument un gars de vidéo. Ah ouais, c'est spécial. Là, t'es tombé dans l'audio. Ouais. Et on a essayé de pas trop en parler avant l'émission parce que j'écoutais votre série puis je me disais... Là, j'ai l'impression que peut-être que Rémi le connaissait. Pas que ça se sent, c'est pas que ça se sent. Mais je me suis dit peut-être que là, il se sent limité. Fait que souvent, quand Charles-Antoine dit quelque chose, il y a le son qui l'accompagne ou qui le suit. Puis je suis sûr que Rémi, il aurait fait 3-4 shots, puis il y aurait des inserts. Puis... Ouais, je suis très maximaliste. Là, c'est pas que je me sens... Je peux pas dire que je me sens limité. Je pense que là, on a trouvé la balance de tout ça. Mais tu sais, la V1 du premier épisode qu'on a fait, je te l'ai bruité, le mur à mur. Ouais. Ambiance tout le long, plein d'effets sonores, plein de gags sonores que j'ai rajouté. Là, c'était fucking chargé. Puis le deuxième, je l'ai ultra épuré. Puis finalement, j'ai rajouté du stock. Finalement, on a comme fini par trouver l'entre-deux, le sweet spot là-dedans. Puis il avait raison, là, c'était trop chargé pour ce qu'on faisait. Tu sais, c'était full-on fiction, une fiction narrative. Puis tout, là c'est correct. Mais là, il faut quand même que les faits, ce qu'il dit, ben, les faits, les théories, puis tout ça, ça passe, puis que les gens écoutent. Fait que ça fait du bien des fois. Tu sais, il y a une belle voix, il y a un beau delivery, puis des fois, juste le laisser, lui... Là, c'était payant, tu sais, des fois juste avec une petite trame bien légère en arrière, là, mais il a fallu à un moment donné que moi, je trouve ma zone, mais c'est spécial parce que je pense toujours en visuel, puis là, finalement, le visuel se transfère en audio, fait que je pense qu'il y a beaucoup de gags que je bruite, mais je les vois dans ma tête, là, le visuel de tout ça. Puis, t'es un enfant de François Pérusse aussi. Hein, ben, c'est ça. Ah ouais, ben, pour vrai, c'est sûr que ça m'a énormément aidé. Là, Puis j'en ai fait quand j'étais jeune, avant d'avoir une caméra, mes parents m'avaient acheté un magnétophone. Puis j'avais une petite tente en arrière chez nous, là, puis je montais ça. Puis avec mes amis, on allait dans la petite tente, puis là, on se mettait tout nus. Non, c'est pas vrai. Non, mais on s'assoyait avec le magnétophone, puis on faisait des cassettes d'humour ensemble. Puis c'était vraiment le fun. Puis des fois, c'était comme, on n'avait pas d'idée, fait que on sortait un Safarir, puis là, on lisait des gags dans le Safarir pour boucher du temps. Souvent des bons gags qui ont bien vieilli. Je suis sûr que ça a très bien vieilli. Mais tu sais, ça date de quand même de loin que ça me fait triper, ce médium-là. Mais c'est sûr que je suis un gars plus visuel, fait qu'il a fallu un peu que je transfère mes réflexes avec de l'audio. Puis, tu sais, je m'assois aucunement sur mes lauriers, là, c'est pas... il y a de la job, là, énormément en du podcast. Là, ouais. Mais, tu sais, ça reste que je trouve ça quand même un peu plus facile parce qu'habituellement, la dimension sonore, j'y pense, mais d'habitude, il faut que je pense aussi à mes 2 plans de caméra, mes effets spéciaux, le look des personnages, puis tout. Tu sais, il y a tellement d'autres choses à penser. Puis là, je peux juste me focusser sur le montage, tu sais. Parce que c'est moi, ça là, je l'ai pas dit, là, mais tu sais, c'est moi qui va chercher. Oui. On a la banque de musique puis d'effets sonores de Radio-Canada. Fait que quand je monte un épisode, ben là, j'ai accès à tout ça, puis c'est moi qui... C'est une job en soi, là, n'importe qui a déjà fouillé dans une banque audio, là, c'est vraiment fastidieux. Tu sais, puis c'est de trouver
aussi, il faut que chaque épisode a comme des tunes qui reviennent ou des motifs qui reviennent pour qu'on reconnaisse la signature de la série, mais dans chaque épisode, il y a comme des nouvelles... J'essaie de ramener des nouvelles tunes pour fitter avec la thématique. Genre l'épisode de Stonehenge, c'était comme celui où je me disais, je peux mettre de la musique genre Seigneur des Anneaux parce que là, on parle de Merlin puis tout, fait que là, je peux y aller vraiment très fantastique. Je sais pas c'est lequel, là, mais il y en a un où Charles-Antoine dit quelque chose, puis j'étais comme, je pense que c'est la grotte. Puis je me suis dit, non. Ça, là-dessus, Rémi, il n'est pas allé chercher une sonorité de grotte, il est allé chercher quelque chose qui lui a fait penser à Zelda. Oui, c'est vrai. Zelda. Oui, c'est genre le Mont-Saint-Hilaire, oui, Mont-Saint-Hilaire, avec les fées, là, c'est avec ça. les fées. Puis là, t'as la grotte, puis t'entends... Mais moi, j'aimerais juste prendre 2 secondes pour dire à quel point j'adore des gens comme ça, comme Rémi, qui faut qu'on baisse un peu d'une tonne. Tu sais, baisse d'un ton, tabarnak. Mais j'adore ces gens-là. Moi, je suis de même. J'amène... Quand je fais un truc, j'amène tous mes outils. Là, les gens sont comme, t'as 3 sacs de trop. Ouais, mais on les aura, tu sais. On dirait que je préfère ça. Puis quand on a filmé notre teaser, puis le petit texte pour présenter, c'était chez Rémi dans son sous-sol. Puis c'est un des plus beaux moments de ce balado-là parce qu'on fait ça dans son sous-sol, il filme ça avec sa blonde qui fait juste la boucane puis qui prend des photos, mais comme assis sur le divan avec tous les DVD, les TV qui ont tassé. Lui, pour aller filmer, il fallait qu'il passe en dessous d'un genre de meuble. Moi, j'étais assis sur un divan, mais comme tout le reste, là, c'est un container de stock. C'est un musée, tu sais. Puis lui, il est chez eux, puis excuse-moi, là, il démonte sa caméra, il l'échappe un peu. Maintenant, elle tombe sur le côté. Pas la nouvelle, non. Mais tu sais, je suis dans son temple de trucs, puis moi, j'adorais ça. J'aime ça, les gens extra de même. C'est genre, on va le faire. Là, ça, oui, 100%. C'est DIY as fuck. C'est drôle parce qu'après, à Radio-Can, on a eu un meeting avec ceux la gang des médias sociaux, puis on dit, tu sais, le teaser que vous avez filmé en studio, là, puis c'était comme, ouais. En studio, yeah, right. Mais c'est drôle parce que au gym, genre, j'ai vu votre promo, là, que justement ta copine Audrey Loisel a pris la photo de Charles-Antoine. Puis là, je regarde Charles-Antoine pendant que je suis en train de faire de la fonte. Puis là, je suis comme, donc, elle est bonne cette photo-là. Je suis comme, of course que c'est Audrey qui l'a pris. La photo. Elle est vraiment bonne avec le crâne et tout. Là. Mais oui, c'est un beau si vous saviez, c'est moi et Rémi qui enlève le divan parce qu'on est trop proche de la caméra puis elle peut pas aller plus loin parce qu'il y a un mur. Fait que c'est moi et Rémi qui avec le gros divan ancestral. Mais moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Qu'importe où la prod ou vos carrières peuvent vous amener, je pense qu'il y a un moment où vous allez... pas regretter, mais vous ennuyer de ce genre de moment-là. 100%. C'est sûr que ça fait partie. Mais il faut que ça reste, là. Ben oui, hey, je pense que je fais partie, puis vous aussi probablement, de la génération dans une galaxie près de chez vous. Ben oui. Il n'y a jamais rien qui va nous le ramener. Là. Ben oui, moi, j'ai vraiment... Il n'y a jamais rien qui va nous ramener dans une galaxie avec des guns, puis tu voyais que c'était le truc pour mettre du silicone. Là, leurs guns sont achetés au Rona avec du carton, puis leur décor, c'est comme c'est de la patine, c'est un mur, puis let's go. Il n'y a rien qui va me ramener là. Après ça, ils peuvent mettre 3 millions sur un film. Moi, je veux le gun. Qui est, voyons, c'est-tu l'affaire... C'est une hausse, tabarnak, cette affaire-là. C'est ça que je veux, tu sais. Ben, tu sais, je sais que les films caméra KO, mais c'est vraiment pour ça. Je sais que j'ai toujours bien travaillé dans un environnement dangereux et chaotique. Time Man, c'était ça. Ben, tu sais, Time Man, j'ai fait un long métrage fantastique avec 100 000 $, là, à un moment donné. Il faut que tu t'arranges avec les moyens du bord puis ben de la créativité, là. Mais là, ce qui est le fun, c'est que c'est un peu main... Tu sais, moi, je suis habitué de faire des trucs un peu plus underground, puis, tu sais, mettons, dans la niche film de genre. Puis ça, ce qui est trippant, c'est que là, plein de monde écoute ça. Tu sais, j'ai travaillé en télé jusqu'à 2020, puis il y avait quand même un peu ça que mes matantes tout à coup écoutaient ce que je faisais, la Canal Vie, là, puis tout, puis hey, j'ai vu ton nom dans le générique. Tu as proche ces affaires-là? Ben, tu sais, j'en avais fait 2, L'Enfer, c'est chez nous, et Proprio en otage. Ça, j'avais fait ça. Oui, je me puis j'ai monté et j'ai réalisé aussi un peu des épisodes pour L'Enfer, c'est chez nous, juste avant la pandémie. Mais tu sais, ça, ce qui était le fun, c'est que le monde le voyait, puis après ça, là, j'étais allé plus faire du privé, là, de la corpo privée, puis mes projets à moi aussi qui sont en festival, mais tu sais, ça joue pas au cinéma, mettons. Mais là, ça, il y a vraiment, tu sais, il y a plein de monde de ma famille qui m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient écouté, puis ça, c'est vraiment gratifiant aussi là, de faire ça, puis de faire que je me dénature pas. Ça reste que ça ressemble un peu, tu sais, ceux qui me connaissent savent que c'est un peu dans la même lignée que ce que je fais, mais je me dénature pas, mais là, on est dans Machine Radio-Can où c'est vraiment packagé pour que ça pogne. Puis tu sais, petite anecdote, je l'avais pas dit, Charles-Antoine, mais je suis allé voir une pièce de théâtre récemment. J'ai un ami en arrière, puis il est avec un monsieur qui me dit je travaille chez Radio-Canada depuis des dizaines d'années, puis tout. Puis je dis,
Ben, tu sais, à la blague, je dis, hey, moi, je viens de mettre les pieds, je viens de faire un podcast pour audio. Puis là, je dis que c'est Mythes et Mystères. Fait, ah, c'est toi qui as réalisé ça, hey, c'est malade. Puis là, il y a une madame plus loin qui se retourne, elle fait, hey, t'as-tu dit que t'as réalisé Mythes et Mystères? J'ai écouté ça tout aujourd'hui. C'est la séquence de Bart avec les plaques des Simpsons. Moi aussi, mon fils s'appelle Bart. Oui, c'est ça. Mais tu sais, genre, une autre madame qui se retourne, c'était vraiment weird. C'est tout du monde que je connais pas, tu sais, qui ont écouté tout le podcast. Ils l'avaient déjà tout bingé. C'est cool. Fait que, ouais, c'est ça, c'est full gratifiant de pouvoir avoir un contact avec un public plus large. Là. On parlait un petit peu du montage, mais justement, le travail avec Charles-Antoine, au niveau de la direction, j'imagine, qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui change pas quand tu traites dans l'audio versus le vidéo? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui, je veux dire, est-ce que ça a changé ta façon de diriger? Ou, parce qu'on est là, on est je pense qu'en studio, tu sais, en studio aussi, il y a Antoine qui vient, notre writer, fait que des fois, on va rajouter des blagues sur place ou on va changer des tournures de phrases. Au début aussi, on y allait beaucoup plus avec des act-out, des personnages, puis il y avait un petit gros, là. Il y avait un peu plus de jeu, puis il jouait une prof à Madney qui roule ses airs, puis tout ça, on les ça persiste un peu, il y en a quelques places. On en garde toujours un petit peu, puis les gens, ça a l'air qu'ils aiment bien ça, mais on veut vraiment se doser. Tu sais, au début, il y en avait vraiment beaucoup. Ouais. On allait vraiment plus là-dessus. Puis on dirait que ça a dénaturé un peu. Puis on arrêtait de penser le sujet qu'on parlait. Ça devenait plus de l'humour. Fait que c'est ça. Mais ça, je pense qu'il y a un peu ça. Puis je me donne souvent 2-3 takes où je vais dire, mettons, refais-le un peu plus sec, là, ou pour essayer d'avoir des options au montage. Ça, c'est pour se patcher aussi parce qu'après, ça passe quand même à différents paliers. Puis on veut se patcher que si quelqu'un dit, ouais, j'aime pas tant le punch, là, puis je peux avoir une option en banque qu'on peut remplacer après ça facilement, là. Mais tu sais, ça se fait assez naturellement. Là. Charles-Antoine se lance dans une take. La deuxième, on va rajouter des affaires. Moi, je dis des affaires. Antoine aussi va mettre son grain de sel. Puis après ça, on fait souvent deux takes. On est pas mal, 2-3 takes, pas mal en business. Parce que, tu sais, la prémisse, on cherchait souvent à se dire qu'est-ce qui va être drôle, comment on peut être drôle, mais la prémisse est hilarante. Ouais, genre de mec, moi qui te raconte les affaires que j'ai écoutées dans la nuit, comme si j'étais Charles Tisser qui te raconte Découverte. Là, fait que juste ça, d'avoir une voix un peu plus intense que normal, déjà là, on a un gag. Déjà là, on a une zone qui est tellement précise que je pense que ça nous prend pas beaucoup de shots avant de se dire « OK, ouais, c'est celle-là. » Un épisode, ça peut prendre 3 heures max à tourner, puis c'est fait, c'est canné, c'est réglé. Là, la façon dont je le voyais, c'est de la manière que tu livres, c'est un peu comme le fameux meme de It's Always Sunny avec les feuilles et les cordes. T'es pas aussi intense que Charlie dans cette séquence-là, mais non, t'as-tu vu ça? Il y a ce lien-là. Puis il parle de ça. Cette histoire de fou. Check ça, il y a aussi ça qui est lié à ça. Ouais. Puis c'est comme toi qui nous amène. C'est presque une initiation à toutes les théories un peu loufoque ou voire conne qui est autour de ces phénomènes. Même au début, le premier pilote qu'on a fait, il y avait vraiment un personnage, puis je vous accueille dans mon sous-sol, puis on mettait en contexte, puis sa mère, elle y parlait, tu sais, hey, c'est prêt, le souper est prêt, attends maman, puis à la fin du podcast, il revenait, puis bon, faut que j'aille souper, tu sais, il y avait comme un packaging où là, il jouait un personnage, puis on trouvait que là, on était sur un niveau trop bizarre. C'est presque Tales from the Crypt, où tu rentres dans son espèce de manoir, t'arrives au sous-sol, puis c'est ça, on disait qu'on comprenait déjà un peu la vibe de son personnage de podcast sans avoir à faire un sketch, mettons, tu sais. Puis moi, j'ai fait un autre pilote avant Radio-Can en 2022, je pense, qui n'a pas passé, parce que les pilotes sont faits et on espère. Puis tu vois, cet autre truc-là, il y avait un gros côté joué avec il y avait Chantal Lamarre puis Michel Laperrière qui jouaient dedans des personnages, mais c'était un truc en plus c'était du true crime. C'était vraiment beaucoup d'éléments au public pour accepter. Tu sais, c'était soit tu tripais ou t'haïssais ça, mais là, vu que ça s'en va quand même à Radio-Can, tu veux qu'il y ait la majorité du monde catch le concept puis embarque dedans. C'était trop fucké, là. Tu sais, on était allé vraiment trop loin dans le concept, puis ça marchait si t'aimais ce genre-là, mais c'était peut-être un peu niche, tu sais. Puis ça, je pense qu'au début, on avait un peu le même problème. Puis quand on l'a épuré, là, c'est là que ça marchait comme... Ça faisait des bons 15 minutes. Là. J'ai comme l'impression, à cause du côté un peu plus historique, anecdotique, qu'il y avait pas un danger, là, je ne veux pas dire ça comme ça, mais un risque que ça soit trop proche de les pires moments de l'histoire. Clairement, vous êtes posé la question. Là. 100%. À tous les épisodes, on essaie de trouver la différence, du moins de se distancer de ça, parce que, ultimement, lui, il parle d'histoire, moi, je te parle de théories, de trucs qui peuvent parler d'histoire, mais je te parle plus de choses un peu inventées, de mythes et de mystères qui n'auront jamais réponse. T'sais. Mais c'est sûr qu'au départ, de par le fait qu'on vient un peu du même monde aussi, là,
l'humour, on adore justement tout ce qui est le fantastique, le médiéval, ces trucs-là. Il y avait un fort potentiel à tomber là-dedans, mais je pense que de le dimmer puis de tomber un peu plus dans, tu sais, l'ami du loup-garou du campus, là, le gars dans son sol, ouais, Merton, tomber un peu plus dans... Qui finit par avoir des pouvoirs dans la deuxième saison, mais en tout cas, ça, c'est une histoire. Genre, mais moi, c'est ça ma ligne, c'est ce gars-là, tu sais. Tu rentres dans sa chambre, il va tout te montrer ce qu'il y a dedans, mais ça sera pas accessible non plus, puis ça sera pas trop loud pour que tout le monde fasse comme, voyons, tu sais, rentre dans son antre, puis il va y avoir des trucs, t'sais. Moi, c'est un peu ça ma ligne, puis tu sais, ma voix fait beaucoup le travail. Puis au départ, on avait tellement de personnages que oui, ça ressemble un peu plus au pire moment de l'histoire, c'était un peu plus rythmé comme les pires moments de l'histoire, puis notre but, c'était pas de copier ça. C'était pas. C'est sûr moi, je les ai toutes écoutées, j'étais un fan. Ouais. Le but, c'était de faire de quoi. Si t'aimes ça, tu vas probablement aimer notre truc. Mais c'est vraiment pas la même chose. Faut pas que mais c'est pas la même chose. Faut pas que tu t'attendes à faire hey, c'est la suite logique de. C'est pas ça. Non. C'est autre chose. Il y a je pense que ce qui aide aussi, c'est qu'il y a comme plusieurs leitmotifs musicaux, t'en as un petit peu parlé, là, où quand Charles-Antoine revient sur, par exemple, sa théorie. Ouais, exactement, c'est ça. Puis ça marque le ton. Et le fait que c'est toujours. Je pense que l'épisode le plus long, c'est quelque chose comme 19:45, c'est le triangle des Bermudes. Le reste, c'est à peu près 15 minutes. Fait que tu sais, t'es comme. Quand t'es écoutes back-à-back, tu finis par connaître à peu près le beat où on va passer à l'autre chose. Puis ça rend ça excessivement digeste. Puis, tu sais, là, puis c'est pas une critique, là, moi j'adore les pires moments d'histoire, mais à un moment donné, il faut que je oh shit, il y a du stock en tabarnak. C'est très chargé. Mais c'est un excellent podcast. Vous autres, c'est le côté comme. Check ça, l'histoire de fucker dans laquelle on s'embarque. Là, il y a ces punchés de quelques jokes, mais jamais assez, je trouve, pour perdre le fil ou rendre ça comme juste comique pour être comique. T'sais. C'était ça au départ. Je pense que les groupes tests à qui on a montré le truc, souvent c'était je pense qu'on perd parce qu'il y a trop de stock, il y a trop d'informations. On perd on perd le fil parce qu'il y a trop d'annexes, il y a trop de parenthèses. Fait que on s'est restreint, entre autres pour ça, mais aussi pour essayer de se distancer du podcast des pires moments de l'histoire. Quand tu dis groupe test, c'est des gens à l'interne chez Radio-Can on l'a aussi montré à... Moi, j'ai des abonnés qui ont reçu le Bigfoot, je pense. J'ai eu comme une quarantaine d'abonnés qui ont fait partie d'un groupe test pour savoir si on passait à la prochaine étape. Fait que je pense que ça revenait peut-être un peu dans les commentaires, ça aussi. En tant que dude qui fait du DIY depuis 20 ans, moi, c'est ce qui m'étonne. Je sais pas comment vous faites pour évoluer dans une structure où tout le monde a son mot à dire. Semble que moi, je trouve ça excessivement chargé. J'ai plus d'attente, moi, c'est vraiment ça. T'es mort. Non, mais pour vrai, j'ai tellement eu de... ça fait tellement longtemps que je fais ça. J'ai commencé peut-être en 2010 plus professionnellement à faire de la vidéo. Puis, puis tu sais, des highs de comme « Oh shit, on a un... » Tu sais, quelqu'un est intéressé à mon projet. Puis tu sais, au début, t'es tellement naïf. Puis tu fais « Ah, il y a un producteur qui m'a dit qu'il aime mon projet. » Puis là, tu dis « Ça va se faire. » Puis là, tu travailles pendant un an. Puis là, ça crash. Puis c'est pessimiste un peu à dire, mais c'est juste que je m'excite plus trop d'emblée. Je fais ma job du mieux que je peux. Elle est partie dans cette histoire-là. S'ils aiment ça, on va faire des épisodes de mythe ou mystère, puis ça va être malade. Si ça passe pas, tout bad. Là, il va y avoir un autre projet à m'amener qui va peut-être kicker, mais je peux plus je peux plus penser à le monde. Tu sais, Chris, j'ai fait taille, man. Le monde, je me pose plus la question, le monde va-tu aimer ou pas, là, à m'amener. Le gars, il a des cravates d'en face. Super-héros gore avec des cravates d'en face. Je me pose pas trop la question, genre, j'espère que tout le monde va aimer ça. Là. C'est comme, les gens qui vont triper, puis garde. Puis pour ça, c'est sûr, je voulais que ça se fasse. J'ai tout mis. J'écoutais tous les conseils aussi. On écoute, eux autres, ils connaissent leur public. Tu écoutes les conseils pour t'enligner. T'espères être dans la bonne zone. T'espères être la bonne personne. Puis heureusement, ça a fonctionné. Puis, je suis un peu du même avis que Rémi, dans le sens que moi, je suis toujours down d'aller voir ce que tout le monde en pense. Surtout quand quelque chose se répète. Il y a peut-être de quoi là, mais mon instinct souvent va m'amener vers je comprends là, que ça revient souvent, mais faites-moi confiance, je pense que si on va là, à long terme, ça peut être payant, mais je suis du même avis que Rémi, dans le sens que, tu sais, on bête sur tellement d'affaires en tant que, notamment des travailleurs autonomes, mais des artistes aussi. Là. Au début, chaque projet est comme « il faut que ça soit ça-là, que ça marche. » Puis à un moment donné, t'es comme « J'aimerais vraiment ça que ça marche, mais je n'ai cesse autres sur lesquels j'ai travaillé quelque chose, j'ai mis quelque chose qui m'intéresse. » Ça passe ou ça casse, mais je ne pourrais pas à toutes les fois me débiner, me battre, me démener. C'est moi, c'est ça, ou c'est autre chose.
Parce que c'est ça, tu deviens un peu. Moi, ça m'atteignait beaucoup au départ. À toutes les fois, j'étais comme waouh, un projet, c'est sûr, ça fonctionne. Ah, non, puis tu réalises, moi, je suis sur les réseaux sociaux à tous les jours. Tu réalises que souvent, ben, les affaires que toi, t'aimes le plus, les affaires sur lesquelles tu bûches le plus, souvent, c'est pas eux autres Ouais. t'as pas la même réponse du public. Fait que mets ton 100% partout, puis à un moment donné, tu vas, tu vas pogner quelque chose, puis ça va bien aller, là, mais tu peux pas toujours. Je suis beaucoup de balados d'artistes établis, style Conan. Puis Conan, c'est quelqu'un que beaucoup on oublie là, en 93 quand il a été sorti de l'animosité. Pas l'animosité. Il était inconnu. Il y en a bavé. Puis il parle souvent son balado à quel point sa carrière, c'est une série de réussites, bien sûr, mais beaucoup d'échecs. Puis au contraire, mais ça l'a formé. Ça l'a formé, puis ça lui a appris en fait d'être humble, puis de juste travailler pour être le meilleur possible. Puis à un moment donné, ben, c'est entre tes mains. À un moment donné, c'est en accumulant les échecs que tu réalises que, OK, c'est mon travail. Ouais, ben, c'est Quand tu as un échec, voilà, c'est une surprise, mais quand tu en as 47 puis que tu sais qu'il va en avoir 52 qui arrivent, ben, c'est le travail. Là, c'est ça. C'est comme ça qu'on devient. Moi, je veux dire, il y a 10 ans de ça, j'avais un. Ben, mais ça fait plus que 10 ans. Quand j'étais chroniqueur pour Monsieur Net, ça m'a vraiment fait de la peine quand l'émission a cessé. Puis je pensais que j'étais sur une lancée parce que j'ai une couple d'affaires. Puis je suis comme content aujourd'hui de l'avoir perdu. Pas parce que j'aimais pas le projet, au contraire, puis j'ai encore des amis que je vois de cette période-là. Mais je pense que si ultimement ça avait débouché sur quelque chose de plus gros, à l'âge où j'étais, puis dans les insécurités que j'étais, ça aurait fait de moi un esti de fucking trou de cul. C'est sûr que ça m'aurait affecté moralement quelque part parce que mon succès aurait été basé sur quelqu'un qui est pas assez stable émotionnellement puis mature pour pouvoir progresser. Ah, c'est beau d'avoir cette auto-réflexion-là. C'est la seule façon que sinon, c'est la boule de colère, Rémi. Sinon, tu cries dans ton oreillette. Non, mais on est encore avec la vengeance. La vengeance, c'est le meilleur gaz. La deuxième saison de Mythes et Mystères, ça va être ça. Mythes ou Mystère? Mystère, pardon. Ou Mystère. Ou Mystère. Peut-être avant de se laisser, peut-être un sujet là, qui n'a pas été traité dans saison 1 ou peut-être même pas dans celle qui s'en vient que vous aimeriez peut-être éventuellement adresser. Une que jamais qu'on fait pas prochainement mais que j'ai hâte de faire, c'est le Mothman. Moi, j'ai vraiment hâte de parler de ça. Ah puis, ouais? genre, on est même pas comme est dans la longue liste, mais même pas dans les plans à court terme, mais le Mothman, à un moment donné, je vais peut-être mettre mon pied à terre. Mothman, ouais, je trouve ça vraiment cool. Là. Il voit il peut voir ta mort, il peut voir des trucs. C'est un espèce de bébête qui se peut pas. Là, en plus, là, c'est un bonhomme avec des ailes puis tout. Là. Mais ce que j'ai appris récemment, c'est que le Mothman, il y a toute une économie qui est basée autour de ça. Là. Ouais, les ayants droit sont excessivement agressifs. Puis il y a comme une Québécoise qui est spécialisée en le Mothman aussi. Pour vrai? Ouais. Wow. En tout cas, mais ça, c'est random, c'est ça qui m'est venu en tête, là, mais ouais. Parce qu'il y a un podcast que je suis, ça s'appelle Last Podcast on the Left, puis ils ont sorti leur café à un moment donné qui s'appelait le Mothman, puis ils ont dû changer. Ah ouais! Puis ça s'appelle Mothman with Red Eyes, puis ils ont dû changer ça à Butterfly Dude with Blue Eyes, juste pour parce que les ayants droit étaient sur leur dos, il paraît que c'était quelque chose. Toi, Charles-Antoine, as-tu un sujet que tu aimerais traiter éventuellement? Oui. Moi, il y en a tellement, là, mais je pense que la prophétie des papes ouais. Je connais pas celle-là. Ils se sont rendus compte, il y a déjà quelques années, qu'il y avait un livre qui était sorti, je pense, en 1400 quelque chose, qui, dans le livre, faisait une prédiction sur les papes, notamment ceux qui avaient déjà été, puis ceux qui s'en venaient jusqu'à le pape Léon présentement. Là, puis plus souvent, en fait, à toutes les fois, la prédiction s'avérait juste. Après ça, c'était des phrases genre le pape numéro 24 sera l'ours qui danse avec la rose. Puis là, quand tu analyses ça, tu te rends compte que le pape, dans ces années-là, c'était un Espagnol, puis les blasons de sa famille, c'était un ours avec une rose étrange. Mais tu te rends compte que, OK, tout ça est un peu comme rassemblé dans un livre. Puis il y a même plusieurs papes qui ont décidé de narguer cette prophétie-là, puis ils portaient leurs prédictions sur eux autres pour essayer de narguer ça, si bien que le livre a été interdit au Vatican. Après ça, ils se sont rendus compte, est-ce que ce livre-là a été vraiment écrit dans ces années-là? Est-ce qu'il a été écrit plus tard? Est-ce que reste que ça fait déjà plusieurs années? Puis il y a encore des prophéties qui sont justes. Après ça, les gens pensaient que c'était Nostradamus qui était derrière ce livre-là. Il y a tellement de choses par rapport à la papauté et ses mystères
moi, ça m'intrigue. Si tu me donnes le vœu d'avoir un souhait, je pense que c'est d'être invisible pour aller visiter les catacombes du Vatican et les archives. Je veux tout savoir. Je veux tout voir. Intéressant sujet. Donc, pour résumer, en fait, les 5 épisodes sont déjà sortis pour le premier cycle. C'est Stonehenge, Bigfoot, la légende du Mont-Saint-Hilaire, le Manipogo, dont on n'a pas parlé, mais que moi, qui est un de mes préférés avec le Mont-Saint-Hilaire, j'ai beaucoup aimé ça. Des trucs qui se passent au Canada, là, comme proche de chez nous, j'ai particulièrement apprécié. Et le dernier, cool. Les Triangles des Bermudes, c'est des pets de geyser. C'est clair là, que c'est quelque chose de super ridicule. C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui a commenté, je me rappelle plus, j'ai fait un extrait de ça, puis il y a juste un hater qui a commenté « Hey dude, c'est juste les pirates. » Puis, on n'avait pas pensé à ça, je pense. C'est juste les pirates. Mais j'étais comme, c'est les pirates du coin là, qui payent les épaves. Allume. Mais après ça, j'ai fait, attends une minute, on n'a jamais exploré cette avenue-là, mais il y a peut-être juste la réponse là de, ils sont fucking forts, les pirates. Je viens de voir le commentaire, puis il parlait des biscuits. Des biscuits pirates. Les biscuits pirates. Ok, c'est ça. Ils sont tout fait avec ça. Voilà. Puis, Charles-Antoine, tu participes à 2 podcasts, Lance et Compte et Cœur de robot. Et donc, tu as plein de projets. Merci beaucoup d'ailleurs pour tes capsules qui m'ont fait réaliser qu'on avait peut-être potentiellement la même mère. Tes capsules humoristiques, des fois, je suis comme ma mère était comme ça. Donc, ça expliquait bien de choses. Puis toi, je suis content. T'as plein de projets, là, j'imagine, là, qui sont bien du 10 000. Dont Bifurcation que tu fais avec moi. Puis là, je travaille, tu sais, niveau film, je participe au projet. Kino fait un remake de La Guerre des Tucs, mais version, en fait, les scènes ont été distribuées à différents réalisateurs. Puis chaque réalisateur doit refaire sa scène, puis à la fin, tout va être réassemblé, puis ça va faire un genre de cadavre exquis de style. Tu sais, il y a des réalisateurs établis, des débutants, fait que ça va être vraiment un genre de je sais pas, là, une espèce de projet étrange. Ça va être présenté en avril à travers Kino. Moi, je tourne dans une semaine mon segment, puis j'ai no spoiler, mais j'ai eu la citation, la fameuse quote dans mon segment. Je suis bien content. Est-ce que tu vas le montrer à un certain scénariste du film? Ça se peut que ça sur le plateau. C'est ça que je me dis. Oui, tu sais, je connais bien Roger Quentin qui a scénarisé La Guerre des Tucs. Je l'ai invité à faire un tour, là, fait qu'il devrait venir sur le plateau, venir triper avec nous autres. Là, Ça va être spécial. Merci, messieurs. Allez écouter merci à vous. Le podcast Mythe ou Mystère. Comment on dit ça, Charles-Antoine? Mythe ou Mystère. Merci. Merci.